La revoilà, la voix est libre comme chaque samedi matin. Au nom de toute l'équipe qui prépare l'émission, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans cette première voix est libre de la saison. Et quelle saison ? Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en mars 2014, nous irons voter pour les élections municipales et puis un peu plus tard, ce sera les européennes. Mais ça, on aura largement l'occasion de vous en reparler. Nous sommes le samedi 14 septembre 2013 et c'est la 30e édition des Journées européennes du patrimoine, d'où l'invitation lancée et acceptée à Jean-François Marguerin. Jean-François Marguerin, bonjour. Vous êtes le directeur régional des affaires culturelles, le DRAC Quézaco. C'est auprès du préfet de région, le service en région du ministère de la Culture, c'est-à-dire que de l'archéologie et la création contemporaine, c'est nous, du cinéma au livre, à la librairie, c'est nous, etc., etc. Vous êtes arrivé récemment, début d'année. Janvier. Un lieu, allez, 2 lieux maximum qui vous ont étonné dans notre région. La Grande Chartreuse. La Grande Chartreuse, pourquoi ? Parce que il y a une part d'intime là-dedans. Mais d'abord, il y a la vastitude, la beauté, le site. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a là, sous les yeux, 45 000 mètres carrés de couverture, 4 hectares et demi de couverture. Et puis j'avais vu, comme beaucoup de téléspectateurs, le Grand Silence. Et j'ai rencontré les hommes du Grand Silence. J'ai longuement discuté avec eux. Et on ne ressort pas indemne de ce genre de dialogue. Et pas par conviction religieuse ? Non, je suis parfaitement athée. Vous avez peut-être prévu d'emmener vos enfants ou vos petits-enfants cet après-midi pour aller visiter un monument, un lieu d'histoire, un site habituellement fermé. Ils sont plus de 2000 accessibles dans notre région, aujourd'hui et demain. Et parmi ces lieux, il y a France 3 Rhône-Alpes, chez nous. Visite sur réservation, je vous le dis tout de suite, c'est complet. Paul Satis, bonjour. J'ai cru comprendre que vous faisiez le guide aujourd'hui. Oui, voilà, on fait le guide pour le groupe qui est autour de moi. Il y a Nelly, il y a Laurent, il y a Françoise. Et on va visiter, pendant cette heure d'émission, on va visiter les locaux de France 3 Rhône-Alpes qui se trouvent à Lyon, dans le quartier de la Pardie. Venez, messieurs, dames. Hein, c'est des bâtiments qui datent de 1968. La télévision régionale, elle a quasiment 60 ans. Les JT datent d'une 50aine d'années, mais ce bâtiment, donc, c'est depuis 68. Il abrite à la fois la rédaction de France 3, mais il abrite aussi la production, Olivier, vous le savez. On fait ici, par exemple, des films comme Louis la Brocante. On va aller à l'intérieur. Il est possible, Olivier, je vous le dis tout de suite, qu'on aille faire un tour sur le plateau tout à l'heure. Ah, bon, écoutez, on se retrouvera donc dans quelques minutes. Pour beaucoup de Lyonnais, il demeure le monsieur patrimoine de la ville. Son nom est indissociable du sauvetage du Vieux-Lyon, qui sera du reste le premier secteur sauvegardé en France, 1964. L'homme aussi du classement du centre historique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont justement on célèbre le 15e anniversaire cette année. J'accueille ce matin sur le plateau de La Voix est libre, Régis Néré. Bonjour Monsieur Néré, merci beaucoup d'être venu ce matin. Monsieur Néré, quelle est votre définition du mot patrimoine ? C'est une définition classique, d'autant plus que le mot patrimoine, finalement, dans son sens actuel, est relativement récent. C'est ce dont nous avons hérité de nos pères. Et lorsque, avec un certain nombre d'amis, j'ai créé Patrimoine Rhône-Alpin en 1983, il s'agissait principalement du patrimoine bâti. Aujourd'hui, le mot patrimoine a pris une extension très forte, puisqu'il y a beaucoup de patrimoine immatériel, il y a beaucoup de patrimoine contemporain. Je ne pense pas que France 3 soit déjà une œuvre patrimoniale, mais je suis très heureux qu'on la visite. Et on parle même aujourd'hui du patrimoine génétique, du patrimoine linguistique, des déclarations de patrimoine, du patrimoine fiscal. Il y a même des conseillers en patrimoine. Patrimoine fiscal, c'est très ancien. Oui, par contre, la définition du patrimoine bâti, ça date seulement des années 70. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est dans une notion un peu fourre-tout. Alors, c'était évidemment l'un des objets de ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une petite tendance parfois à faire du tout est patrimoine ? Je n'en suis pas sûr, parce que c'est finalement une approche sélective, du moins du côté de la protection. Parce que je rappelle que c'est le centenaire de la loi de 1913 qui a institué la protection au titre des monuments historiques. Et pour rebondir sur ce que disait Régis Néré, je suis toujours très ému quand je le rencontre, et vous avez tout dit l'essentiel de la légitimité de sa parole. Il ne faut jamais oublier qu'avant 1913, il n'y a pas de loi qui permette de protéger les immeubles et aussi les objets. Et que 1913, c'est exactement 120 ans
après que l'abbé Grégoire, à la tribune de la Convention, emploie 2 mots. Pour la première fois, le mot patrimoine, qui n'est plus employé dans une acception notariale, mais dans le patrimoine de l'humanité, de l'intelligence, d'une civilisation, d'un pays, d'une société, le génie d'un peuple. Et le deuxième, il a inventé le mot vandalisme pour désigner justement la destruction qui se faisait sous la Révolution française. Et pourtant, il était conventionnel, il était du tiers-État, mais il a fait comprendre à cette époque cette idée formidable qu'en s'attaquant aux signes de l'ordre ancien et de l'Ancien Régime, on s'attaquait précisément aux traces de notre génie. Alors sur la question du tout est patrimoine, en tout cas tout est susceptible d'être conservé. Allez, on se dit aujourd'hui, les immeubles d'aujourd'hui, les HLM d'aujourd'hui, est-ce qu'ils feront partie peut-être dans 50, dans 100 ans des monuments historiques? Mais il y en a déjà. Le Corbusier par exemple et les cités radieuses. Et si vous permettez, je pense que cette notion intelligemment a évolué et que, par exemple, le patrimoine industriel, qui, dans l'époque dont je parle, était complètement passé sous silence, aujourd'hui, par exemple, la rotonde de Grigny, qui va être visitable ces 2 jours... que vous allez faire, je crois, visiter, c'est ça, cet après-midi? J'ai envie de la visiter parce que je ne la connais pas. Et, pour moi, c'est un élément de patrimoine. Mais effectivement, j'ai eu tendance à en rester un peu à la notion de patrimoine bâti. J'accepte très volontiers que du patrimoine immatériel existe aussi. Mais entre le fourre-tout et le fourre-rien, je me demande un peu. Le wagon de rotonde. On pourrait citer le wagon de rotonde, on pourrait citer le haut fourneau du Cange. Enfin, vous voyez, n'oubliez pas que... Pour nous, l'obligation, c'est le patrimoine, c'est des objets insignes au regard de l'art, et c'est ce qu'on est en train de dire, mais de l'histoire. La maison de Jeanne d'Arc à Don Rémy, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est évidemment un élément déterminant. Et donc on se pose à chaque fois la question, du coup, quels sont les critères qui permettent d'établir, se dire, tiens, ce lieu, ce bâtiment appartient au patrimoine de notre pays? Eh bien... c'est long. Parce que vous voyez, je vous parlais des immeubles tout à l'heure, le quartier de Lyon, le quartier de la Duchère, par exemple, qui a une histoire, qui est aussi à un moment donné, finalement, de la vie de notre pays et de cette ville. On a détruit un certain nombre de bars. Est-ce que, finalement, on aurait pu estimer que des bars faisaient partie du patrimoine et qu'elles pouvaient être, à ce titre-là, protégées? Il faut distinguer ce qui relève de la protection des monuments historiques, nous célébrons les 100 ans, et puis l'approche patrimoniale beaucoup plus large que les monuments historiques. Documenter des choses qui doivent disparaître, c'est-à-dire que Malraux fait 2 choses. Les secteurs sauvegardés, le premier, vous l'avez indiqué, grâce à Régis Néré ici présent, c'est celui du violon. Et une deuxième chose, il crée l'inventaire des richesses artistiques de la France. Autrement dit, on consigne, on conserve dans des bases, mais on ne conserve pas physiquement tout. Alors vous l'avez peut-être remarqué, il y a le nom de notre invité qui s'affiche en bas, et puis il y a le nom du thème, et j'avais choisi donc pour protéger et servir. Et notre invité m'a dit non, c'est pour protéger et pour servir. Ça aussi, c'est une dimension qui est très importante dans la discussion qu'on a eue cette semaine pour préparer cette émission. On m'a dit oui, mais protéger pour protéger, ça n'a pas de sens. Il faut aussi que la protection serve à quelque chose. Voilà, et je pense que c'est une notion tout à fait importante. Et donc, par exemple, lorsqu'on a protégé la maison du docteur Dugoujon à Caluire pour Jean Moulin, ça m'a paru tout à fait essentiel, parce que c'est cette dimension historique. Et en fait, le patrimoine, il sert à nous plonger dans la longue durée du temps et de l'histoire. Et on est aujourd'hui dans un monde de l'instant. Et c'est d'autant plus essentiel de valoriser la notion de patrimoine pour montrer qu'il n'y a pas que l'instant, il y a aussi ce qui s'est passé avant nous. Et donc, moi, je suis tout à fait partisan de cette extension de notion. Je maintiens quand même qu'il faut rajouter une notion de choix, parce qu'il y a un moment où il faut choisir, et la notion de vie. Ce que vous appelez servir, le mot me convient tout à fait bien, c'est pour quelle raison protège-t-on un bâtiment, pour quelle raison attire-t-on l'attention sur lui? C'est parce qu'il a servi, il peut servir encore, et c'est tout à fait essentiel en ce qui me concerne aussi. Alors, il y a un exemple à Lyon, je voudrais qu'on l'évoque, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'Hôtel-Dieu. Vous avez écrit régulièrement des tribunes sur ce projet-là. Ça a même été un des enjeux, on va dire, ça pourra peut-être être des enjeux de la campagne électorale. On l'a vu pour les primaires avec l'UMP. Votre opinion sur l'Hôtel-Dieu, sur la transformation de l'Hôtel-Dieu à Lyon? Je pense qu'il fallait transformer l'Hôtel-Dieu, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'est absolument plus adapté à sa dimension contemporaine. Je pense que l'idée d'y installer
Un hôtel de chaîne internationale est une très belle idée dans la mesure où Lyon est une des seules grandes villes européennes à n'avoir aucune présence de chaîne internationale, ce qui touristiquement la dessert. Donc c'était l'occasion d'installer une chaîne internationale. Je suis plus réservé sur le fait que la ville et les hospices civils sont pas servis de ce bâtiment absolument extraordinaire pour valoriser une dimension tout à fait contemporaine qui est la dimension de l'industrie de la santé. On a la chance d'être dans une ville où les industries principales sont les industries de la santé, et je pense qu'on aurait pu se servir en dehors de l'hôtel, parce qu'on a tout à fait la place. L'hôtel, c'est la moitié de l'hôtel-dieu. Réaction, Jean-François Marguerin? Sur ce que vient de dire immédiatement Régis Neuret, on retrouve le fonctionnaire et son obligation de réserve. Mais alors sur la démarche, je dis finalement un lieu. Je dis simplement qu'il y a des collections sur l'histoire de la recherche médicale à Lyon, dans les collections du musée des Hospices, tout à fait essentielles, passionnantes, et qui retrouveront forcément leur emplacement dans cette ville, j'en suis certain. Et un thème qui va être abordé aussi après l'heure de midi, c'est le thème de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui en France, arrêtez-moi si je me trompe, 42 000 monuments historiques, c'est ça, sur notre territoire? Aujourd'hui, 44 000 monuments historiques, plus environ 300 000 objets classés. Allez, est-ce qu'on peut se le permettre encore? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, et quel est l'intérêt de mettre de l'argent public, des collectivités territoriales, de l'État finalement, pour conserver, pour maintenir un certain nombre de... Je vais vous répondre. Est-ce que toutes les études, et Régis est forcément d'accord avec ces éléments, toutes les études dont nous disposons, faut que les auditeurs le sachent. 1 euro investi dans le patrimoine égale 1 euro investi dans le patrimoine égale 30 euros de retombées économiques. Les hôtels, les restaurants, les tours opérateurs, les PME qui les artisans. Est-ce que vous vous rendez compte que le secteur du patrimoine, tout secteur confondu, la restauration, la valorisation, les visites, tout secteur confondu, je n'ai pas le temps de détailler. En France, c'est 500 000 emplois. En région Rhône-Alpes, c'est 22 000 emplois. Alors, ce n'est pas une dépense, c'est d'abord la préservation de notre pays, les retombées touristiques sont énormes, ça je dis une évidence, mais c'est aussi de l'emploi et des formations. Hier, j'ai appris qu'à Lyon 2, il va y avoir une nouvelle formation sur les médiateurs du patrimoine pour les pays d'arrêt d'histoire. Formidable. Et vous me disiez aussi, il n'y a pas que de l'argent public, il y a aussi de l'argent privé, et c'est ce qui se développe aussi beaucoup. Tout à fait, et je suis très heureux que vous ayez invité ici un représentant de ce que vous appelez l'argent privé, enfin des privés tout seuls. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent public se fait un peu plus rare et qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de manifestations patrimoniales, les privés jouent un rôle tout à fait essentiel. Et là, on voit par exemple la chapelle de l'Hôtel-Dieu sur ces images, effectivement, à Lyon. La chapelle de l'Hôtel-Dieu, dont on a commencé à entreprendre la restauration, c'est fait uniquement avec de l'argent privé. Parce qu'il n'y a pas un sou d'argent public pour l'instant. Peut-être que la DRAC... Je confirme, la deuxième tranche, bravo, l'argent public prendra le relais de l'argent privé. Partiellement. Partiellement. Non, mais c'est très bien. Elle complétera l'argent privé. Et il y a des pays où ça marche mieux que chez nous? Il y a des pays où finalement le mécénat est plus développé L'Italie en particulier, toutes les fondations bancaires prennent en charge la restauration de patrimoine. Et la France est assez en retard pour ça, parce que la loi sur les fondations date seulement de 2004, voilà. C'est la loi Aillagon, et elle a moins de 10 ans. Et donc, on pense que maintenant, il y a un développement qui commence à se faire grâce à l'argent privé. Et les dernières dispositions fiscales datent de 2003, donc il faut du temps pour que les choses... Merci beaucoup, Régis Neuret, d'être venu sur le plateau de France 3. Vraiment, c'était un plaisir, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se retrouver. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Les 30e journées du patrimoine, la visite continue quelque part à France 3 Rhône-Alpes. On va retrouver Paul Satis et son groupe de visiteurs. Paul, où êtes-vous donc ? Écoutez, on se promène dans les étages de la station de France 3, ici à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. On est dans ce qu'on appelle le nodal, c'est un peu le cœur technique de France 3, c'est là que se font tous les échanges d'images, c'est là que partent les images aussi, les images de votre plateau, Olivier, vers la diffusion. Voilà, c'est le centre technique de France 3 Rhône-Alpes. Et je suis en compagnie de Mélanie, qui se trouve être urbaniste, qui a travaillé elle-même dans le patrimoine et qui a une question à poser à notre invité. Merci.
Monsieur Marguerin, bonjour. J'aurais souhaité vous interpeller en fait sur tout ce qui est politique publique régionale en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et notamment vous questionner sur les budgets qui pourraient être alloués sur ces missions-là. Voilà, je vous remercie. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Bonjour mademoiselle et merci de cette question. Nous sommes en pleine préparation de notre programmation Monuments historiques 2014. Je vous rappelle qu'au 1er janvier 2015, tous les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, devront avoir connu les modifications nécessaires pour accueillir toute forme de handicap. Peut-être d'ailleurs va-t-il y avoir quelques délais parce que ça pose vraiment beaucoup de questions. Et vous devez bien vous douter que c'est beaucoup plus facile de prévoir une rampe pour des fauteuils roulants dans un immeuble contemporain que d'adapter les dites rampes dans certains aspects des monuments historiques, surtout quand il s'agit évidemment des étages où il n'est pas question de créer un ascenseur. Mais je peux vous dire... Un vrai casse-tête, effectivement. C'est un vrai casse-tête, mais nous sommes monument par monument. Alors, moi, je suis comptable des monuments appartenant à l'État. Monument par monument appartenant à l'État sur les 8 départements de la région, je sais combien nous devons inscrire en 2014. Nous sommes dans quelque chose qui est entre... Pardon, je n'ai pas fait l'addition. Autour de, je dirais, entre 800 000 euros et 1 million. D'accord. Et donc ces travaux-là sont terminés dans les délais? Je ne sais pas. La loi est censée s'appliquer au 1er janvier 15. Donc nous, on prend les dispositions, compte tenu du contexte budgétaire dont on parlera tout à l'heure, excusez-moi, indépendamment de la nécessité absolue de permettre aux handicapés d'avoir une vie partagée et de partager, bien entendu, les richesses de notre pays. J'avoue que si on a un peu de délai supplémentaire, ça nous aidera un peu budgétairement. Imaginez-vous propriétaire d'un château où vous habitez, au cœur de la Drôme. Il est entouré d'un parc boisé, un domaine de 55 hectares avec une ferme fortifiée datant probablement du XIVe siècle. Votre famille possède ce bien, ce monument historique, depuis 8 générations, depuis bientôt 222 ans. C'est un résumé d'une partie importante de la vie de Marc Estrangin. Bonjour à vous, monsieur Estrangin. Bonjour. Bienvenue dans La Voie est libre. Alors, c'est comment la vie de château ? C'est passionnant, mais c'est très exigeant. J'écoutais ce que vous disiez auparavant. Finalement, c'est une vie de service. Je pense qu'on est loin de certains poncifs ou d'idées reçues. Il s'agit vraiment de faire vivre... Le poncif, c'est en gros le châtelain qui profite de son bien. Et qui... Oui. Alors, son bien est souvent en état de restauration potentielle. Il est peu confortable et il est source de soucis de toute nature. Et je crois même qu'on peut dire, en fin de compte, que le métier de propriétaire gestionnaire de monuments historiques, c'est l'un des métiers les plus complets qui soit. Conservateur bénévole, m'avez-vous dit. Oui. Je précise que dans quelques semaines, vous allez être officiellement nommé donc délégué régional de la demeure historique donc en région Rhône-Alpes. Depuis 1924, la demeure historique représente les propriétaires gestionnaires de monuments historiques classés, inscrits ou susceptibles de l'être. Donc c'est à ce titre-là aussi que je vous invite. Vous êtes directement concerné, bien évidemment. Vous travaillez souvent avec la DRAC, j'imagine ? Bien sûr, et tous nos adhérents travaillent avec la DRAC et c'est un aspect important de notre vie. Alors, il y a plusieurs points, on va en parler évidemment. D'abord, le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la question des abords. Alors, ça peut vous paraître... De quoi on parle, les abords ? Et oui, aujourd'hui, en fait, une loi, arrêtez-moi si je me trompe. La loi 13, celle La loi 1913, donc, finalement, oblige qu'un périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique soit protégé, valorisé, en tout cas, qu'on n'y construise pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas les mots exacts. Le périmètre autour du monument historique est sous le contrôle de l'administration de la culture. Pour éviter une chose évidente, c'est que visuellement, le monument, n'est-ce pas, il est pris dans un contexte. Et si l'on transforme complètement ce contexte de manière anarchique, eh bien, d'une certaine manière, tous les efforts que nous faisons pour conserver l'édifice, certes, trouvent leur traduction dans le fait qu'il est conservé, mais il perd essentiellement de sa substance. Attendez, mais je vais être très précis sur ça. Ça veut dire contrôle intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on fige ce qui se passe dans les 500 mètres. Parce que j'allais vous dire, malgré tout, que tous les élus, notamment je prends des élus locaux, sont pas respectueux, finalement, de cette législation. Mais les élus locaux... D'abord, c'est pas vrai. Les élus locaux considèrent que la loi sur le patrimoine est une chose tout à fait essentielle. Et souvent, ils sont pris en des contradictions parce qu'ils ont des lotissements à faire. Voilà. Oui, ils sont plus ou moins sensibilisés. Il y en a qui le sont fortement, d'autres
qu'ils ressentent moins bien, mais je pense qu'il y a simplement un effort de pédagogie Bien sûr. à faire. Ça serait même un champ d'action. Au total, il s'agit effectivement de conserver l'environnement du monument. Sinon, pourquoi se donner tellement de peine pour l'entretenir et le restaurer? Je pense que les abords, il faut les comprendre là encore intelligemment. Et la notion qui prime, c'est celle de co-visibilité. La co-visibilité. Que voit-on depuis le bâtiment? Que voit-on autour du bâtiment? Cela dit, la tentation est forte quand on est élu local, effectivement, de construire le lotissement et de se dire je m'assois un petit peu sur la loi des Sur ça, j'ai une annonce très importante à faire. La première, c'est que depuis, et je parle sous votre contrôle, depuis peu de temps, la réglementation nous permet de transformer le périmètre protégé en ce qu'on appelle un périmètre modifié. Autrement dit, avec l'architecte des bâtiments de France, on travaille à faire en sorte que les 500 mètres soient adaptés à la réalité Et deuxièmement, dans la loi qui se prépare et qui sera votée, examinée par l'Assemblée nationale après les élections municipales, deux choses. La co-visibilité disparaît. Et deuxièmement, les abords seront gérés par ce qu'on appelle le périmètre adapté à la réalité du contexte. Donc vous êtes plutôt d'accord avec cette démarche parce qu'effectivement c'est ce qu'annonce Aurélie Filippetti hier, que la loi des 500 mètres finalement sera revue. Revue. Même si le terme de co-visibilité est remplacé, c'est toujours la même notion. Que voit-on autour? Que voit-on autour, exactement. Voilà. Comment le voit-on? Et Malraux disait, un monument ancien entouré de béton, c'est de l'archéologie, c'est fini. Il ne vit plus. Monsieur Estrangin, ça vous coûte combien par an votre château, votre domaine? Alors, ça coûte certaines sommes qui sont tout à fait variables selon les années, les campagnes, mais effectivement, ce sont des dizaines de milliers d'euros qui peuvent être en jeu. Mais ce qui n'est pas valorisé, c'est tout le temps passé, les soucis et tout le reste. Donc, ça va beaucoup plus loin. En revanche, il y a beaucoup d'emplois induits, même localement, par l'activité. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous financez de votre poche, mais pas seulement. Alors, majoritairement, effectivement, il y a dans certains cas des appuis sous forme de subventions ou quelques règles fiscales qui sont d'ailleurs conditionnelles. L'ouverture. Alors, qui est conditionnelle à l'ouverture. L'ouverture n'est pas obligatoire, mais elle apporte un supplément. Et puis, il y a d'autres possibilités. En total, le propriétaire est quand même celui qui a la plus grande longueur de levier. C'est-à-dire quoi? Vous me disiez à peu près quoi, 85% en moyenne à peu près? Supporté par le propriétaire, alors ça dépend du régime de protection. Fiscales, voilà, c'est ça. Et ça dépend du régime de protection. Moyenne, parce qu'évidemment, non, les classés en ont plus. Je parle des inscrits. Non. Si c'est du patrimoine insigne des monuments classés, on est plutôt autour de 60-40, 60 à la charge du propriétaire et 40 à la puissance publique. Mais la grande majorité des propriétaires, je parlais de mon cas, c'est l'ordre de 20, les inscrits, tout à fait. On va expliquer aussi aux téléspectateurs qu'évidemment, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais heureusement, et tout l'enjeu, et je vous en fais part dès maintenant, c'est d'améliorer encore la collaboration avec les services de l'État, qu'ils soient départementaux ou régionaux. Et même, je parlerai des abords. Les gens sont très chatouilleux, mais ça ne coûte pas tellement plus cher de faire quelque chose de beau. Dans un monument historique, ça coûte plus cher parce qu'il faut utiliser des matériaux, des procédés. Donc la subvention correspond au surcoût. Mais pour le reste, je supplie tous ceux qui ont des projets dans les abords d'aller voir le CAUE ou de prendre contact avec les bâtiments de France avant. Parce que sinon, on envoie son document, on a une réponse, on a l'impression de subir un oukase. Il aurait suffi de parler avant. Bien sûr. J'insiste là-dessus. Effectivement, l'architecte des bâtiments de France, qui est présent dans chaque département, il est là pour ça, en amont du permis de construire, de travailler avec le pétitionnaire. L'ABF, c'est ça? L'ABF, oui. Je vous trouve très gentil, en fait, monsieur Estrangin, parce que, malgré tout, la demeure historique et d'autres associations ont, ces dernières années, tiré la sonnette d'alarme en disant il nous faudrait, je prends les chiffres, 7 milliards d'euros en 10 ans pour maintenir à flot un certain nombre de monuments historiques privés. Il faudrait une enveloppe de 400 millions d'euros par an minimum. On n'y est pas. On est plutôt dans les 300 millions aujourd'hui, mais on n'est pas dans les 400 millions. Bien sûr. Alors ces chiffres sont tristement vrais. Cela étant, nous sommes disposés à collaborer, à trouver la meilleure solution. J'ajouterai un paramètre qui nous préoccupe, c'est le pourcentage dévolu aux monuments strictement privés, qui doit être de l'ordre de 10% de l'enveloppe. Et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas ou le qu'on l'affecte pas? Le pourcentage est moindre, c'est-à-dire que les crédits vont parfois plus à des bâtiments de collectivité ou autres. Et puis il y a le problème des associations, sociétés ou autres, dont on ne sait pas très bien si elles sont privées ou publiques. Mais c'est un souhait que nous exprimons.
Oui, ça c'est un engagement entre le ministre de la Culture, je dis le ministre parce que c'était bien avant l'arrivée d'Aurélie Filippetti et les associations de propriétaires, qu'en gros 10% des crédits de restauration aillent aux propriétaires privés. Mais ils n'y vont pas On systématiquement. n'y est pas tout à fait, mais je ne suis pas du tout gêné pour dire que quel que soit l'effort de la puissance publique, et y compris, on parlera du contexte de crise, j'imagine, tout à l'heure, jamais le compte est bon. Sur les monuments historiques, nous sommes toujours dans la gestion de la priorité, de la priorité, de la priorité. Alors, je voudrais revenir sur le... On ne peut pas faire n'importe quoi, on a bien compris, évidemment, comme vous avez un lieu historique, vous avez un certain nombre de contraintes à respecter. Mais je me dis, ça ne va quand même pas être simple, par exemple, dans un lieu où on ne peut pas mettre, par exemple, du double vitrage, où on y habite. Du coup, l'hiver, on doit se geler, pour être clair, ou avoir une facture de chauffage énorme. Alors, facture de chauffage, c'est pas faux. On baisse la température et puis on utilise des pulls, ce qui devrait plaire d'ailleurs à certains Mais on n'arrive pas parfois à trouver, on va dire, à couper la poire en deux. On peut. Et je saluais tout à l'heure la présence des femmes dans les fonctions de la culture. Elles ont une perception du bâtiment, quelquefois intéressante, qui permet de concilier. Mais je redis, nous sommes d'une certaine manière écologistes parce que nous vivons à la dure. Sur les fenêtres, comment on faisait au XVIIe, au XVIIIe siècle? Eh bien, il y avait des vantaux intérieurs qui venaient évidemment protéger du froid. Et puis des tentures lourdes, d'ailleurs elles existent, qui venaient ensuite revenir sur les... Mais vous Il y a savez pas aussi que très bien, double M. vitrage Marguerin, dans qu'un la certain nombre d'architectes des bâtiments de France, dans certaines régions, je ne sais pas si c'est le cas en fait dans notre région, vous ne l'avez pas signalé en tout cas, parfois sont assez obtus, n'acceptent même pas qu'on puisse dans des lieux cachés, je pense à des conduites, de pouvoir utiliser du matériel qu'on aura acheté au Casso du coin. Je n'accepte pas le mot obtus. Raide peut-être parfois, obtus. D'abord, c'est très péjoratif, je ne peux pas laisser dire ça. Que l'on ait des confrontations, parce que vous savez, il y a, sur des exemples précis, il y a des gens très vite prêts à dire comment on ne me laisse pas faire cela. D'ailleurs, la loi de 13, ça a été très compliqué de la faire adopter, parce que ça attaque l'idée même de la propriété privée et que le propriétaire fait bien ce qu'il veut. Et ce discours-là sur l'obtus, non. Le propriétaire, il est aidé et on rejoint cette notion de collaboration que je recherche. Bien sûr. Je vous précise, vous avez montré quelques vues du grand escalier, il y a des vantaux intérieurs. Et je les avais suggérés. Voilà. J'ai une dernière question, monsieur Estrangin. On parlait tout à l'heure des visites. Oui. C'est pas aussi simple que ça. Les visites, c'est compliqué, notamment parce qu'il y a une question amont de la sécurité des biens et des personnes. Je m'occupe aussi d'un monument historique de collectivité locale et le problème existe aussi, bien que le monument ne soit pas habité. Vous imaginez que quand le monument est habité, c'est plus difficile. Il faut donc trouver un bon équilibre, compte tenu des responsabilités qu'on endosse, mais c'est un plaisir de partager. Et vous me parlez aussi de la sécurité, c'est-à-dire parfois, parmi les visiteurs, des gens sont là pour repérer les lieux, peut-être, et pour ensuite se livrer à des forfaits. Certes, et la gendarmerie est très vigilante et nous conseille sur ce sujet, mais c'est une préoccupation. C'est pour ça que la visite doit être faite dans un esprit d'ouverture, mais sans imprudence. Merci beaucoup, Marc Estrangin. On a au ministère de la Culture un service certes réduit, composé d'officiers de police qui sont capables justement de diagnostiquer à tel ou tel endroit, à la demande, les risques encourus et la façon d'y remédier. Merci Marc Estrangin d'être venu sur le plateau. Vous êtes, je rappelle, vous serez dans quelques semaines donc le délégué régional de l'association La Demeure historique. Voilà. Merci. Il sera à midi dans une minute, c'est-à-dire l'heure de votre journal régional, présenté aujourd'hui par Sylvie Bosquero. Mais après, n'oubliez pas, il y a le face-à-face avec Paul Satis. Du reste, on va faire un tout petit point rapide. Paul, où êtes-vous donc maintenant ? Je suis assez occupé à faire la visite, Olivier, mais j'arrive, je vous promets, avec les gens de mon groupe. Là, on est sur le plateau dit d'Incruste. Alors, c'est les plateaux qui servent, vous savez, habituellement pour faire les bulletins météo. Derrière moi, il y a un fond vert, mais si je fais ça, hop, regardez, tac, ça change. Vous voyez, je me retrouve avec vous sur le plateau. Je peux changer de décor comme je veux, tac, hop, un autre. Voilà, ça, c'est la carte météo d'aujourd'hui. Encore un autre. Ah non, ah si, voilà, là, je suis sur la Lune maintenant. Et c'est magique, hein, la télé. Bon, allez, et surtout, n'oubliez pas, vous êtes là dans quelques minutes, je compte sur vous. Voilà, il est 11h59 et 50 secondes. Waouh, on est tout à fait pile à l'heure pour le flash de l'actualité régionale. Bonjour Sylvie Bosquero. Bonjour. Les journées du patrimoine, on y est, on y reste. Oui, alors Olivier, vous le savez, chaque année, certains lieux ouvrent exceptionnellement à l'occasion de ces journées. C'était le cas l'an dernier des prisons lyonnaises Saint-Joseph et Saint-Paul, avant leur transformation en université. Cette année, toujours à Lyon, ce sont les caves de la prison de Montluc qui sont ouvertes au public. La prison Montluc où fut détenu entre autres Jean Moulin pendant l'occupation allemande. Absolument à faire visiter, qu'il fallait ouvrir. Bien sûr, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous posiez la question que vous posiez à Régis Néret, je pensais aussi, j'en étais entretenu,
à Roidour-sur-Glane comme des lieux essentiels de mémoire. Enfin. Des lieux qui sont ouverts aujourd'hui, mais il y aura aussi des lieux fermés. Effectivement, la bibliothèque de Lapardieu, qui devait ouvrir au public son silo à livres, qui est un magasin de stockage et de conservation des ouvrages, restera finalement inaccessible cet après-midi. Elle a été ouverte ce matin, mais cet après-midi c'est fermé, en raison d'un mouvement de grève des 475 agents municipaux des 14 bibliothèques de Lyon. Parmi leurs griefs, le manque récurrent de personnel et un budget insuffisant pour remplacer le parc informatique. Hier, un éleveur de 56 ans a été tué par l'une de ses bêtes à Larajas. Ça s'est passé dans les monts du Lyonnais. L'homme a été piétiné par un taureau de 900 kilos qui a dû être euthanasié en raison de sa dangerosité. Et puis la mobilisation se poursuit tout le week-end au collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin. Depuis jeudi, les enseignants occupent leur établissement pour permettre à 2 familles sans domicile, dont les enfants sont scolarisés au collège, de dormir à l'abri. Des enseignants, des enfants et leurs parents, sacs de couchage, valises. Tout le monde a dormi au collège parce que 2 familles d'enfants scolarisés ici sont SDF et surtout sans proposition d'hébergement depuis plusieurs semaines. Des solutions, il y en a, puisqu'on nous en avait trouvé au mois de juin et au mois d'avril dernier. On avait 2 familles dans le même cas. Il y avait des locaux de fonction du collège Jean Villard qui étaient inoccupés, qui avaient été ouverts par le conseil général. Ça avait permis en 5-6 semaines de trouver des solutions pérennes pour cette famille. On a demandé la même chose et cette fois-ci, on a eu un refus. 115 de Lyon, bonjour, je vous écoute. L'hébergement d'urgence, toute personne sans abri et en situation de détresse peut y avoir accès à tout moment. C'est écrit dans la loi et dans le code d'action sociale et des familles. Après, en ce qui concerne les demandes de logement, il faut compter en moyenne 24 mois d'attente. J'ai déposé tous les dossiers à l'IAD, à Doma, au PAC et tout, j'attends. Mais le problème, j'ai pas quelque part que ici à l'école pour y aller, pour attendre. L'attente. Ce mot rythme chacune de leurs journées. Wahiba et son mari emmènent leurs jumeaux à l'école et après, ils attendent l'ouverture du parc pour avoir juste un endroit où se poser. Aujourd'hui, voilà, j'attends juste un toit pour moi et pour mes enfants. C'est tout, je ne demande pas plus, je demande la paix, je demande que je reste tranquille, que mes enfants commencent une année scolaire calme. Ils sont à la rue. Depuis que leur demande d'asile a été rejetée, leur seul papier, c'est ce récépissé. Une demande de carte de séjour qu'ils obtiendront au mieux dans 3 mois. D'ici là, impossible de s'inscrire à la CAF. La seule démarche que Wahiba et son mari peuvent engager, c'est leur inscription à Pôle emploi. Ils avaient rendez-vous ce matin, mais pas de miracle. Alors encore une fois, leur seul espoir, c'est l'attente. Oui, c'est long un peu, mais il n'y a pas de solution. Il faut qu'on attende. Et on termine par du patrimoine immatériel avec l'ouverture hier soir du 34e Festival de musique baroque d'Ambronay dans l'Ain, une ouverture magistrale avec les Vêpres de la Vierge, œuvre emblématique de Claudio Monteverdi, dirigée par le chef Leonardo Garcia Alarcón. Un concert donné dans l'abbatiale d'Ambronay et retransmis en direct hier soir sur notre site internet rhônealpes.france3.fr où vous pouvez en retrouver de nombreux extraits. Je vous voyais opiner du chef. Oui, parce que j'y étais et je suis encore bouleversé. Voilà. C'était beau. Oh, Magnifique. n'est-ce pas, madame? Je n'y étais pas malheureusement. Merci Sylvie Bosquet. On vous retrouve ce soir bien sûr à 19h pour le 19-20. La deuxième mi-temps de La Voix est libre. La Voix est libre de Jean-François Marguerin, délégué régional des affaires culturelles. Alors, vous savez, habituellement, c'est face à face maintenant. Et là, je regarde autour de moi, je ne vois pas de Paul Satis. D'où cette question angoissée. Paul, où êtes-vous donc? Mais on n'est pas loin, Olivier, rassurez-vous, regardez. Allez, hop, on est là. Voilà. Vous voilà. C'était pas du Vous tout n'êtes pas prévu. seul en plus. Non, D'accord. on va faire venir tout le groupe maintenant sur le plateau, en direct. Monsieur Marguerin, bonjour. Voilà ce que se réalise un de mes rêves, Paul. Je rêvais d'un envahissement d'un plateau. Et bien voilà, je l'aurais vécu. Il aura fallu Ils du sont temps. très mais calmes. Hein. Voilà. Installez-vous ici. Soyez les bienvenus, en tout cas, sur le plateau de La Voix est libre et à France 3. La visite s'est bien passée? Oui, très bien. Très bien passée. Bon, on va reprendre le cours de l'émission. Comme à chaque fois, vous savez, on attaque cette deuxième partie avec une citation. Cette citation, elle est signée d'une ancienne ministre de la Culture, qui a été entre 2000 et 2002. Elle s'appelle Catherine Tasca. C'est une tribune du Monde de cet été. Alerte sur le budget de la culture. Quelle est cette malédiction
qui d'année en année vient rogner ses moyens, les moyens du ministère de la Culture, bien sûr. Autrement dit, M. Marguerin, est-ce que la culture, c'est du luxe dans les budgets de l'État? Je vais contextualiser la phrase de Catherine Tasca. Catherine Tasca, c'est très précis, a fait cette déclaration au Monde le 3 juillet. C'est-à-dire à la veille de l'ouverture du Festival d'Avignon, qui est un grand moment de vérification de l'état des moyens de la culture dédiés à la création, sur un autre sujet évidemment que celui du patrimoine. Catherine Tasca, en tant que ministre, s'est beaucoup battue pour son budget. Aurélie Filippetti se bat tout autant pour son budget. Et depuis cette déclaration, n'importe quel bénéficiaire de subvention du ministère de la Culture via la DRAC dans cette région peut en témoigner. Les crédits de la création ont été reconstitués à 100% depuis. Donc ça, c'est une première réponse. Pas les crédits globaux de la culture. On parle d'une baisse de 2,8%, 2,4% l'an dernier. Est-ce qu'en période de crise, la culture n'est clairement pas une priorité? Ce qui n'est pas anormal d'ailleurs, que la priorité soit plutôt à l'économie ou au chômage. Excusez-moi, c'est à la représentation nationale de répondre globalement à la question. Je puis dire simplement quelle est la conséquence en région Rhône-Alpes. Nous avons compris les crédits de fonctionnement, 120 millions d'euros à notre disposition en 2011. Nous en avons 118 en 2012. Je n'ai pas encore le total des chiffres en 2013. Ça fait, vous voyez, 1,8%. Sur quoi donc moins que la moyenne nationale. C'est-à-dire que la ministre a vraiment cherché à protéger les crédits. Mais du coup, le terrain. Vous allez devoir faire des économies, alors sur quoi? Alors, je vous dis sur quoi elles se font. Les crédits de fonctionnement, bien sûr. Les crédits de personnel, à la marge, mais bien sûr. Et puis, quelque part, sur des aspects pas trop sensibles du patrimoine, et je vais en donner exemple tout de suite, également à cet endroit. Quel est l'exemple? Il y a le Fonds régional d'acquisition des musées et de restauration des œuvres d'art. Eh bien, nous avons conservé les moyens pour la restauration des œuvres qui sont en danger. Et puis, comme toute personne avisée, quand j'ai pas d'argent, je diffère mes achats. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une politique, qu'est-ce que c'est? Je tiens à le dire vraiment. C'est des objectifs, c'est des priorités, c'est des critères pour les décliner, c'est une expertise et c'est des choix. Une politique, c'est des choix. Cette ministre, elle fait des choix. Alors on a bien compris que vous défendiez votre ministre, en tout cas. C'est assez clair ce matin. La question que je me posais aussi cette semaine, la culture est assez décentralisée aujourd'hui, c'est-à-dire que la région intervient aussi sur le champ culturel, les départements et les villes. Et Dieu sait que les interventions sont importantes. Et on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui reste à la DRAC? Pourquoi maintenir aujourd'hui des directions régionales de représentation de l'État en région, alors que finalement, la grosse partie de l'action culturelle, elle est aujourd'hui aux collectivités territoriales? L'essentiel de la dépense publique en matière de culture, c'est les communes, c'est très clair. Mais l'État est très présent. Et puis, il y a toutes ces compétences très présentes, j'insiste. Les crédits ont cru jusqu'à la crise, et je vous dis que la décroissance dont je vous ai parlé à l'instant, dont je vous ai donné les quantums, elle est quand même extrêmement marginale. Il faut demander à l'ensemble des acteurs publics, mais là aussi, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est le débat politique. Je vais juste finir là-dessus. Si oui ou non, ils veulent la disparition du service de l'État en région, je n'en suis pas sûr du tout. Et puis, encore une fois, je réinsiste sur tous les aspects régaliens qui concernent le patrimoine. Il n'en reste pas moins que c'est extrêmement morcelé, la culture. 1% du budget de l'État, et pour une ville comme Lyon, par exemple, c'est 20% de son budget la culture. On voit bien que les collectivités territoriales sont beaucoup plus impliquées. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire finalement une grande décentralisation de la culture et que l'État n'intervienne plus, puisque déjà les collectivités territoriales sont hyper importantes. Demandez au maire de Lyon et son adjoint, avec qui je travaille en parfaite intelligence, demandez-leur si sur les aspects... sur les dispositifs d'une certaine manière qu'a mis en œuvre l'État et sur lesquels les collectivités ont en partie, mais de manière tout à fait évidente, construit leur politique, s'ils le souhaitent, que le service de l'État disparaisse. Demandez-leur et vous verrez ce qu'ils vous répondront. Et puis je voudrais juste redire une petite chose. Il y a quand même une schizophrénie récurrente. C'est-à-dire que quand on est dans le débat parlementaire ou dans le débat général, ce qu'on lit dans la presse, c'est oui, il faut réduire la dépense publique. Tiens, le débat sur le budget de l'année prochaine, c'est on ne réduit pas encore assez la dépense publique. Et puis quand on est sur le terrain, qu'est-ce que c'est que ça que l'État, le ministère de la Culture n'a plus les moyens de sa politique? D'abord, il a relativement les moyens de sa politique, mais vous voyez bien qu'il y a une schizophrénie sur laquelle intellectuellement il y a à travailler. Madame, monsieur, votre réaction? Moi, j'avais une question par rapport aux effectifs. Vous réussissez à les maintenir ou vous êtes obligé de diminuer les recrutements sur l'ensemble de la région?
La photographie est très simple. La Direction régionale des affaires culturelles, c'est aujourd'hui 164 emplois théoriques, y compris dans les départements, puisque nous avons des représentations territorialisées. L'objectif en 15, c'est perdre 2 emplois. Mais il y avait beaucoup de postes qui n'étaient pas pourvus. Et grâce à une plasticité augmentée, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de souplesse dans la gestion des emplois, remplacés pas forcément terme à terme, mais par un autre profil, on est en train de faire, je vous assure, c'est vrai, ça se vérifie, aujourd'hui plutôt progresser les emplois effectivement occupés, parce que c'est ça la réalité pour rendre un service public efficace. C'est les gens qui sont effectivement et pas ceux qui sont sur le papier. Voilà. Allez, j'ai une deuxième phrase à vous soumettre. Elle est signée Vincent Carry, le directeur, vous le savez, de Nuits Sonores à Lyon. Il y a une omerta absolue sur le fait que 90% des moyens publics de la culture vont vers une population ultra minoritaire. Je vais me compléter cette phrase dans la suite de l'interview de Vincent Carry. Monsieur Marguerin, il dit aussi « Si on traitait le logement social comme on traite aujourd'hui la culture, on donnerait les logements aux cadres supérieurs qui roulent en 4x4 ». Ce qui veut dire par là, c'est qu'un certain nombre d'institutions, comme l'opéra, comme la musique classique, sont très consommateurs d'aide publique et qu'un certain nombre d'autres, eux, eh bien, sont les parents pauvres. Je pense que Vincent Carry lui fait référence à ce qui le concerne, c'est-à-dire la musique actuelle, par exemple. Vous avez parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Attention, il ne faut pas renvoyer le paysage culturel d'hier aux oubliettes ou bien dos à dos les nouvelles formes contre les formes les plus traditionnelles. La politique culturelle, elle est aussi structurée autour de grandes institutions. Mais que c'est vrai, et ça se comprend parfaitement, à partir du moment où les moyens disponibles, c'est-à-dire pendant des années et des années, les budgets ont cru. Donc les marges pour se constituer, c'était pour attraper effectivement ce qui était dans l'actualité. Qu'aujourd'hui, il y ait des vraies révisions à faire, des vrais choix, c'est évident. Je peux juste dire une petite chose. Depuis que je suis là, nous avons développer de manière significative, mais à la marge, et il a parfaitement raison, les moyens que nous dédions en particulier aux arts numériques. Un autre chiffre, je ne sais pas s'il est réel, mais 95% du budget de la culture dans une ville comme Lyon irait sur les 20 plus grandes institutions. Pour tout le reste, il restait 5%. Je compte la ville, le département, la région, etc. Je n'ai pas les comptes, donc, et puis c'est à la ville de Lyon de répondre, mais ça me paraît vraisemblable. Je vais vous donner un autre chiffre aussi qui dérange, mais c'est très utile aussi. C'est pas seulement les générations et les genres. J'ai bien en tête les dépenses de l'État culture dans le département de la Loire. C'est 6,4 millions, compris les crédits monuments historiques qui, par définition, sur Saint-Étienne Métropole, c'est 5,7. Autrement dit, il reste 700 000 pour le reste du département. Mais bien évidemment qu'il y a des phénomènes à la fois de concentration disciplinaire... Marguerite, c'est qu'il faudrait complètement changer la politique. Vous-même, vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je vais prolonger la question de M. Marguerin par une remarque. Ça fait pratiquement plus de 30 ans que vous êtes au ministère de la Culture. Vous en avez vu passer des majorités politiques. Vous en avez vu passer aussi... Je m'en suis éloigné assez durablement, cas, et c'est salutaire de cela dit... On peut se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a une véritable intention politique de droite ou de gauche, une politique de la culture de droite ou de gauche, quand on sait que la majorité, on va dire, des crédits aujourd'hui sont concentrés sur des institutions culturelles qui, finalement, cherchent à renouveler leurs crédits d'une année sur l'autre? Je ne vais pas... bon, ça est vrai. D'abord, il y a une grande caractéristique de la politique culturelle de l'État, et merci de dire ça. Effectivement, je suis entré dans ce ministère en 81. Donc, l'année où Lang arrive, et bon, on sait bien, doublement du budget de la culture en 82, c'est les rois du pétrole. Donc, j'ai effectivement une profondeur de champ. Est-ce qu'il y a une continuité de la politique publique en France en matière de culture? Globalement, oui. Beaucoup moins faite d'à-coup que telles autres politiques publiques que l'on pourrait citer. Est-ce que c'est pas ça le problème? Vous vous rendez compte dans la remarque attendez. C'est de dire qu'on se réinterroge pas à chaque fois. Non, c'est bien sûr que si qu'on réinterroge, parce que cette ministre aujourd'hui, excusez-moi d'y revenir, elle affirme des priorités très claires. 3 priorités. C'est de ne jamais oublier que la dépense publique en faveur de la culture, ce n'est pas pour les artistes ou le patrimoine, c'est pour les gens, pour leur permettre d'avoir accès précisément à ces richesses que sont la création et le patrimoine. D'accord ? 2, c'est de viser des territoires prioritaires, ceux où manifestement l'intervention publique est en déshérence insuffisante. Vous n'avez pas l'impression d'ailleurs que c'est plus la région qui fait ça que l'État ? Mais vous voulez la répartition on peut comparer les répartitions des uns et des autres et on verra. On a tous le même problème. Sauf que nous sommes absolument engagés dans ce mouvement. 3. C'est préserver précisément la création des crédits pour la création indépendante et en particulier sur les nouvelles formes que sont les arts numériques face
aux logiques et aux besoins, je ne les mets pas dos à dos, des institutions qui constituent les réseaux labellisés de ce pays. Je suis curieux d'entendre vos réactions. Michael ? Moi, en ce qui me concerne, donc, je suis lyonnais, j'ai 28 ans, en recherche d'emploi, et ici sur Lyon, c'est vrai que la culture, enfin la ville de Lyon, on voit qu'elle s'implique, qu'elle a du budget. Je pense par exemple à l'initiative Tout le monde dehors, qui s'est passée pendant tout l'été, voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Que des spectacles gratuits d'ailleurs. Que des spectacles gratuits, voilà. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que vous allez tous les deux régulièrement à l'Opéra ou à l'Orchestre National de Lyon Moi, j'y allais un peu plus souvent il y a quelques années et je profitais surtout des places tarifs réduits en fonction du budget parce que pareil, si on veut faire beaucoup de choses et diversifier ces choix culturels, il faut aussi un budget. Donc, je voudrais dire quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qui finance la culture en France ? Et nous, on doit être fiers de notre politique publique. Quel est le premier financeur ? C'est le contribuable, c'est pas l'usager. Je n'ai pas les chiffres de l'Opéra de Lyon, mais quand on paie, et c'était déjà très cher, une place à 50 € à l'Opéra de Paris, c'est bien évidemment pas les premières catégories. 80% pour l'Opéra de Lyon, 80% de son budget. Non, mais j'ai pas parlé. Est-ce que vous connaissez le coût du fauteuil ? Quand l'usager paie 50 €, le coût du fauteuil, donc le contribuable paye, le coût du fauteuil, c'est 600 €. D'accord ? Bon, alors on voit d'ailleurs, on peut renvoyer dos à dos on dirait les libéraux. S'il n'y a pas d'intervention publique, qui va payer, même, alors les riches des riches sans doute, mais qui va payer 600 € un billet à l'Opéra ? Donc on voit bien où passe l'argent public. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et c'est extrêmement nourrissant, et c'est pas, la conclusion c'est pas mais tout ça est arfiche en l'air, c'est d'intégrer justement, intelligemment, les choix que la société nous impose, et en particulier la rupture par rapport au passé que représente l'ère numérique. Vous qui avez connu toutes les transitions politiques depuis 35 ans, est-ce qu'il vous semble qu'il y a une politique culturelle de gauche et une de droite, on va dire de gauche, qui serait plus tournée vers les institutions, théâtre d'auteur, et puis la culture de droite, c'est plus la culture régionale, traditionnelle ? Continuité, vous avez dit, en fait, finalement. Quel que soit la politique publique de l'État, continuité. Il y a juste quelque chose auquel il faut faire très attention. Nous sommes absolument déterminés à ce que la culture soit populaire, mais nous avons à nous battre en permanence pour qu'on ne franchisse pas la ligne jaune du populisme. Et pourtant, il y a du chemin, on a vu, c'est ce qu'on se disait en début d'entretien. Mais enfin, il y a du chemin. Oui, ça c'est une formule de journaliste. Est-ce que vous voulez les chiffres ? Je les ai. Vous voulez les chiffres de fréquentation de l'ensemble des institutions ? Si vous le voulez bien, monsieur. Les taux de fréquentation. La Maison de la Danse, c'est 95%. L'Opéra, c'est quasiment 100%. On va pas, parce que là, on arrive au terme de l'émission, mais du coup, c'était aussi le type de public. Et tiens, puisque j'ai des images de la Biennale, est-ce que vous avez vu le public qui se presse Merci beaucoup. À l'ouverture de la Biennale ? J'avais une question là-dessus, malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Jean-François Marguerin. Merci, Paul Satis. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être venus sur le plateau de La Voix est libre. La semaine prochaine, notre invité sera un autre Jean-François Carinco, celui-là, c'est le préfet de région. Les sujets ne manquent pas avec lui. Merci à tous ceux qui ont concouru à la fabrication de cette émission. Pascal Donneau, Sandy Goldstein, Sylvie Jardin, Marie Huguet, Grégory Kubzak. Merci aussi à Michel Chiche, à Dominique Bourgeois, et puis aussi à Rolia Sozed et à Fabrice Cosset de l'équipe de communication de France 3 pour leur aide précieuse. Très bonne journée à vous tous et bon week-end.